Heureusement que j'avais le casque. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'un couvre-chef qui est recommandé pour tout cycliste, le casque de vélo. Un casque généralement léger, avec de nombreux trous de ventilation, le casque de vélo est devenu un important élément de sécurité pour tous les cyclistes, protégeant le porteur lors de chutes ou de collisions. Mais malgré les avantages qu'il offre, il n'a été adopté qu'assez récemment par beaucoup de cyclistes. La bicyclette est apparue au XIXe siècle. Son ancêtre, la draisienne, dont la création est attribuée à Karl von Drais, était un simple siège sur un cadre entre deux roues, sans pédale, propulsé avec les jambes, d'où son nom allemand de Laufmaschine, ou machine à courir. Plus tard, des inventeurs français et écossais ont successivement développé des modèles avec des pédales, appelés vélocipèdes, qui évoluèrent pour devenir le très reconnaissable Grand Bi, avec sa grande roue avant. Cette roue disproportionnée rendait le pédalage plus facile, car les pédales y étaient fixées sans dérailleur, donc elles donnaient une meilleure distribution de force. Cependant, elle rendait également la machine très haute, avec un centre de gravité élevé et en avant, ce qui voulait dire que le moindre obstacle, disons un pavé mal scellé, pouvait causer une chute, souvent tête la première par-dessus le guidon, avec une forte chance de blessure. Ce n'est qu'en 1885 que la compagnie Rover créa la bicyclette de sécurité, qui ressemble fort à la version moderne, avec ses roues de même taille et son siège entre les deux. Malgré le risque de chute sur ces grands vélos, peu de gens se souciaient de se protéger la tête. Les ouvriers qui adoptèrent la bicyclette pour se rendre au travail portaient des casquettes ou des bérets, et les gentilshommes qui s'y mirent comme hobby portaient les mêmes couvre-chefs qu'à cheval, des hauts de forme ou des melons rigides, qui, bien que mieux que rien, n'évitaient probablement que quelques griffures. L'un des premiers endroits à adopter, doucement, des protections pour la tête, sont les clubs cyclistes qui devinrent très populaires à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Ces groupes étaient appréciés après les années 1880 pour profiter avec des amis des routes d'avant l'automobile, moins encombrées qu'aujourd'hui. Ces groupes commencèrent à remarquer que des blessures à la tête pouvaient entraîner des complications sérieuses, et certains recommandaient une protection. Les premières tentatives étaient avec des casques de liège, similaires aux casques coloniaux dont j'ai déjà parlé. Les fibres végétales dont ils étaient faits, ainsi que l'espace entre la tête et la coque, absorbaient un peu l'énergie d'une chute, protégeant un peu l'infortuné cycliste. Ceux-ci avaient l'avantage d'être relativement légers et permettaient une bonne circulation de l'air, la raison pour laquelle ils étaient populaires dans les climats tropicaux, mais la protection qu'ils offraient était au mieux superficielle. De plus, seule une toute petite fraction les portait, souvent les plus dédiés, mais pas la population générale. Avec la popularisation du cyclisme au début du XXe siècle, un développement naturel était la course de cyclistes. Des compétitions furent fondées de par le monde, avec la plus célèbre, le Tour de France, débutant en 1903. Très peu de professionnels, il faut l'avouer, étaient convaincus par l'idée d'un casque, pour des raisons variées, mais l'augmentation du nombre de gens à vélo amenèrent de nouvelles inventions. L'une d'elles était un casque en cuir, dérivé de modèles similaires pour les motos, qui était un simple bonnet en cuir avec des tubes remplis de molletons. Il était plus résistant que les casques en liège, protégeant mieux des abrasions et offrant plus de résistance, mais son inconvénient était d'être plus lourd et de respirer moins. Ce dernier est un problème qui a toujours été au cœur des soucis des concepteurs de casques. Faire du vélo, particulièrement au niveau professionnel, est une discipline très physique, ce qui amène à beaucoup de chaleur corporelle à évacuer, particulièrement par la tête. De plus, lors des courses, chaque gramme compte, et un casque inconfortable peut être une distraction. De ce fait, les casquettes légères ont longtemps été préférées malgré le risque de blessure, et même les rares casques portés avaient plutôt la légèreté que la solidité en tête. Avec ceci, les bonnets en cuir ont été rapidement remplacés par de nouveaux modèles, formés de tubes de cuir, fourrés avec de la fibre de laine ou de coton, et avec des espaces vides pour la ventilation. Ce casque, surnommé casque à boudin, avait tendance à n'être porté que par des rares professionnels. Au-delà de tout souci de confort et de ventilation, cette coiffe avait un air un peu saugrenu, et le fier cycliste, ne voulant pas avoir l'air ridicule, l'évitait par simple orgueil. Je devrais noter que je me suis focalisé sur des cyclistes masculins, mais les femmes ont une longue histoire avec les vélos également. La bicyclette leur donna une nouvelle liberté dans une société répressive, malgré certains qui, au XIXe siècle, proclamaient qu'elle donnerait aux femmes des comportements amoraux, ce qui était assez ridicule, j'en resterai là. Le port du casque par les femmes était encore plus rare car les complexes coiffes et chapeaux du tournant du XXe siècle ne le permettaient pas, et le style primait sur la sécurité autant que pour les hommes. Ce rare port continua au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Un premier à l'adopter et à prôner son utilisation était le coureur breton Jean Robic, qui a eu une mauvaise chute lors du Paris-Roubaix de 1946. Après cela, il adopta le port du casque pour toutes les autres compétitions,
ce qui était vu avec surprise par les commentateurs de l'époque, et lui valut le surnom de tête de cuir, montrant que l'opinion publique n'était pas encore convaincue. Les casques changèrent peu, avec le casque à boudin restant assez universel, jusqu'aux années 70. Aux États-Unis, le cyclisme vit un grand gain de popularité dans cette décennie, et ceci ramena le sujet de la sécurité en avant. Des études, notamment par le groupe Snell, montrèrent que les modèles existants étaient fortement inadaptés, et firent de nouvelles recommandations pour des standards plus rigides. À peu près au même moment, des nouvelles technologies amenèrent au développement de matériaux en mousse qui permirent des casques plus légers, mais qui offraient en même temps un meilleur amortissement. La corporation Bell, qui fabriquait les casques pour les motos et les courses automobiles, appliqua leur savoir-faire et ses technologies à un nouveau casque cycliste, et en 1975 lança le Bell Biker, qui, avec sa coque en polycarbonate recouvrant un intérieur en mousse, peut être considéré le premier casque de vélo moderne. Ce casque se répandit d'abord en Amérique, mais ceci se fit lentement. Il faut attendre le milieu des années 80 pour que des règles fermes soient établies, avec le American National Standards Institute, ou Institut national américain des standards, qui les codifia en 1984. Avec la participation de coureurs américains dans les courses européennes, le casque fut lentement introduit, bien que les Européens soient lents à l'adopter. Un des problèmes était que le profil aérodynamique et la ventilation étaient considérés insuffisants pour la compétition. Les coureurs commencèrent à travailler de concert avec des scientifiques et des fabricants pour créer des casques plus performants en forme de larme. L'américain Steve Hague et l'italien Francesco Moser en étaient des pionniers. Des nouvelles doublures en mousse furent développées qui amortissaient mieux et prenaient moins de place, permettant des trous de ventilation plus grands, un style qui décolla dans les années 90. Le grand public était tout de même encore réticent, et même les professionnels rechignaient à porter cet équipement. Une tentative de les imposer en compétition fut faite par l'Union cycliste internationale en 1991. Mais ceci mena à une grève des coureurs dans cette édition du Tour de France, ce qui causa son abandon dans la plupart des pays. Néanmoins, la conscience générale augmentait, et bien que la forme des casques changeait peu, les nouveaux matériaux permettaient de les rendre encore plus confortables, ce qui encourageait leur utilisation. Alors je mentionne que, comme beaucoup d'éléments de sécurité, c'est une bonne idée d'en porter. Mais quels sont les risques potentiels de ne pas le faire? Eh bien, je suis historien, donc les blessures à la tête ne sont pas vraiment des choses sur lesquelles j'ai beaucoup d'expertise. Mais j'ai une bonne amie qui s'y connaît beaucoup plus. Pour vous parler des risques et des blessures, voici Alana Brown. Bonjour, je m'appelle Alana et je suis une amie de Jean-Charles. Je prends le français, mais je suis débutant. Alors, Jean-Charles va m'aider. Bonjour, Salut, comment ça va? très bien et toi? Excellent. All right. Allons-y. All right. So, Jean-Charles introduced me, but I'll introduce myself again. My name is Alana Brennan Brown, and I am a medical student. I've also worked as an EMT, or an emergency medical technician. I've certified as a wilderness first responder, and I also have a background as a neuroscientist. So I'm always excited to talk about injury prevention, especially when it comes to things like bicycle helmets. Traduction. Bonjour, mon nom est Alana, je suis étudiante en doctorat de médecine. J'ai aussi travaillé en tant que secouriste, suis certifiée comme intervenante en médecine en milieu sauvage et à des bases comme neuroscientifique, donc je suis toujours heureuse de parler prévention de blessures, particulièrement de choses comme les casques de vélo. So, a brief note, my contribution to this video doesn't constitute medical advice. I'm sharing the information here as a general educational resource. Notons rapidement, ma contribution ne constitue pas un conseil médical à proprement parler et je partage cette information en tant que ressource éducative générale. So, bike helmets protect our heads from traumatic injuries in the event that we fall off our bikes or we collide with something. So, why would we want to protect our heads? Essentially, your skull is a rigid box that contains a variety of important things. For our purposes here, the big things to consider are the brain itself and the blood that our hearts pump to our brains. Les casques de vélo nous protègent la tête de traumatismes crâniens en cas de chute ou de collision à bicyclette. Alors pourquoi se protéger la tête? Votre crâne est en gros une boîte rigide qui contient une variété de choses importantes. Dans notre cas, les choses importantes à retenir sont, premièrement, le cerveau lui-même, deuxièmement, le sang que notre cœur y pompe. In milder forms of traumatic brain injury, like concussions, the brain won't sustain profound damage, but the impact might still alter your brain's ability to function well. Those impacts can add up over time and cause neurological issues over the course of your life. Donc lors de traumatismes moins importants, comme les commotions cérébrales, le cerveau ne sera pas fortement endommagé, mais le choc peut tout de même affecter la capacité de votre cerveau à bien fonctionner. Les impacts peuvent s'additionner et causer des problèmes neurologiques plus tard.
An extreme example would be chronic traumatic encephalopathy, or CTE, in professional athletes. L'encéphalopathie traumatique chronique chez les athlètes professionnels en est un exemple. In more severe cases, the brain might swell up or even bleed. Think about hitting your thumb or accidentally closing it in a door. It might swell up or develop a bruise. That bruises that blood. The problem with the brain is that our skulls are rigid boxes, so that increased pressure inside the skull can put pressure on our brain stems, where our brains connect to our spinal cords near the top of the neck. Comme ça. Brain is right here, connects to the rest of our body through the spinal cord in our neck. The brainstem is very important. It's responsible for some important things like regulating breathing. So putting pressure on the brainstem can sometimes become life-threatening. Dans les cas les plus sévères, le cerveau peut enfler ou même saigner. Imaginez frapper votre pouce ou le pincer dans une porte. Il va rougir, enfler et avoir un bleu. Le problème est que nos crânes sont des boîtes rigides, donc cette pression à l'intérieur peut appuyer sur le tronc cérébral, où nos cerveaux se connectent à notre moelle épinière en haut du cou. Le tronc cérébral mène des tâches très importantes, comme la régulation de la respiration, alors y mettre de la pression peut parfois mettre en danger la vie. Because you can't generally tell the nature of a head injury just by looking at a person, any blow to the head that's sufficient to cause altered consciousness, confusion, dizziness, and so forth, warrants seeking immediate medical attention, especially if you have, for example, a clotting disorder, or you're on blood thinners, or you're prone to seizures. Alors, comme il est généralement impossible de déterminer la nature d'une blessure à la tête rien qu'en regardant quelqu'un, tout choc suffisant pour affecter la connaissance, causer de la confusion, de l'étourdissement et d'autres nécessite l'attention d'un médecin. Ceci est particulièrement important si vous avez une condition qu'un choc peut empirer, comme des troubles de coagulation, la prise d'anticoagulants ou des crises d'épilepsie. So, how do helmets protect the head? Helmets absorb a portion of the force from a traumatic impact to the head so that your skull and everything inside of it doesn't have to. Buckling up your helmet ensures that your helmet will stay securely on your head even in the event that you receive a blow to the head. One important thing to note is that you should never take a helmet off of somebody who's experienced a significant head injury. In fact, in the emergency room, we will typically get head imaging with the helmet still on. You can't really tell, like I said, what kind of a head injury a person has just by looking at them, and the helmet might actually be preventing the injury from getting worse. Until doctors can rule out potentially severe injuries, we want to keep that helmet on. Alors, comment les casques protègent-ils la tête? Les casques absorbent une partie de la force d'un choc pour que le crâne et tout ce qu'il y a dedans n'ait pas à le faire. Attacher le casque assure qu'il reste fermement sur la tête si vous y recevez un choc. Une chose importante à noter est qu'il ne faut jamais enlever le casque de quelqu'un qui a reçu une blessure ou un sérieux traumatisme. D'ailleurs, aux urgences, les victimes se feront typiquement scanner avec leur casque. La raison est qu'il est difficile de savoir quel type de blessure la personne a reçue et le casque peut l'empêcher de s'empirer. Avant que les pires possibilités ne soient exclues par les médecins, il est préférable de garder le casque sur la tête. So, when and how should I wear a helmet? It's really important to wear a helmet whenever you ride your bike or other things like scooters or skateboards and so forth. I, in fact, had a friend in medical school who assiduously wore his helmet as he unicycled to class every day. Wearing a helmet is like wearing a seatbelt. It's only going to protect you if you wear it. Alors, quand et comment devrais-je porter un casque? Il est très important de porter un casque quand vous faites du vélo ou d'autres choses comme du skateboard, de la trottinette ou d'autres. Et Alana avait un ami en école de médecine qui porta religieusement son casque tous les jours en allant vers ses cours en monocycle. Porter un casque est comme porter une ceinture de sécurité. Ça ne protège que si on le fait. It's also really important to wear a helmet that is the correct size and to wear your helmet correctly, including by always adjusting the straps and buckling them. A well-fitting helmet will not slide around your head or fall off if you move around. One final thing to note here is that any helmet that's been involved in an impact it's done. That helmet's life is done because you can't guarantee any longer that it's going to provide you adequate protection. While replacing helmets can be expensive, it's a very good investment because you and your brain are priceless. Il est aussi très important que le casque soit de la bonne taille et porté correctement, avec les sangles bien ajustées et bouclées. Un casque bien porté ne doit pas glisser ou tomber quand vous bougez la tête. Une dernière chose à noter est qu'un casque qui a été victime d'un impact est fichu, car il ne peut plus garantir une protection adéquate. Bien que remplacer un casque peut coûter cher, c'est un investissement important, car votre cerveau n'a pas de prix. Finally, I always like to encourage everybody to take a basic cyclist safety course where it's available. Enfin, j'aimerais tous vous encourager à prendre un cours de sécurité cycliste de base si vous en avez l'occasion. Merci beaucoup à Jean-Charles pour l'invitation. Contribuer à cette vidéo. Je lui repasse la main. Santé! Merci, Alana.
Alors maintenant, je suis certain que la majorité d'entre vous sont convaincus que le port du casque est une bonne idée pour les pratiques à risque, dont le cyclisme. Mais les lois qui les requièrent, comme c'est le cas pour les motocyclistes, sont assez rares. Parmi les premiers à en mettre en place pour tous étaient l'Australie en 1990 ou la Nouvelle-Zélande en 1994. D'autres sont la Namibie ou l'Argentine. Certaines provinces du Canada ou des États américains ont des règles locales, comme pour la ville de Sherbrooke au Québec, où il est obligatoire pour les mineurs. En France, il n'est obligatoire que chez les enfants de moins de 12 ans, mais fortement recommandé pour les autres. Mais dans la plupart des cas, le port est simplement encouragé. Même en compétition, les obligations sont assez récentes. Malgré les tentatives dont j'ai parlé auparavant, la réticence des coureurs empêchait toute règle universelle de la part de l'UCI. Ceci changea avec la mort du cycliste kazakh Andrei Kviliev lors d'une chute pendant le Paris-Nice de 2003, ses médecins disant qu'il aurait eu de bonnes chances de survie s'il avait porté un casque. Avec cet événement, l'union devint plus sévère. Malgré cela, il faudra attendre 2005 pour que le Tour de France rende obligatoire le casque sur tout son parcours. Bien que la forme générale du casque de vélo n'ait pas fondamentalement changé lors des 2 dernières décennies, des nouveaux matériaux comme la fibre de carbone ont été incorporés, avec le but constant de les rendre plus légers sans compromettre leur protection. D'autres avancements sont plus créatifs, bien que je sois personnellement plus dubitatif sur leur efficacité, comme un modèle qui se gonfle juste avant l'impact, lui permettant d'être dissimulé dans un col. Peut-être qu'il marche, j'en sais rien, mais ça me paraît complexe. Des modèles protégeant plus existent aussi, comme pour les pratiques de vélo acrobatique ou de BMX, plus lourds comparés aux modèles très légers de course ou intermédiaires pour les amateurs. Il y a aussi des débats sur s'ils sont vraiment nécessaires, avec certains disant qu'ils inspirent peut-être une complaisance ou de la fausse sécurité dans le cycliste, que des taux d'utilisation plus hauts n'entraînent pas forcément une diminution des taux de blessures, comme aux Pays-Bas qui ont un taux de port de casque et d'accident tous les deux plus bas que l'Australie. Cependant, ce pays a aussi d'autres mesures de sécurité, comme des routes dédiées et une culture de prudence. Donc, d'autres facteurs entrent en jeu. En porter un est, dans la plupart des endroits, un choix personnel. Mais je pense qu'il n'y a jamais de mal à ajouter un peu de sécurité de son côté, malgré le mal fait à sa coiffure. Et avec les nouveaux développements, ils deviendront, sinon plus stylés, du moins plus confortables et efficaces. Donc j'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous. Aidez-moi! Aidez-moi! uh, okay. J'apprends le français. It'll make it easier for me. Or you could have each of these cuts where I am trying and I finally get it. In extreme, or excuse me, in. Yes. And this one I'm just laughing. No, nope, this is funny. I'm putting outtakes at the end of this video. Mostly the problem is that I can't read my script. Brain injuries or nothing. Okay. Alana me remercie. Au moment. Son helmet. Sans casque. Son casque. Wait, did we get any of that? Oh, the last bit. Okay, good. C'est ça? C'est ça, un casque de ski. Non. Ça, c'est un casque de ski. Ça, c'est un casque de ski. Voilà. Ça, c'est un casque de ski. Voilà. Voici. Voici. Voilà. 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 Mon ami Jean-Charles.